je me présente Hamoutan Mohamed Islam, enseignant de physique-chimie à l'école 3K. Alors, on va poursuivre notre travail sur la première partie sur le chapitre des ondes électromagnétiques. Donc, on va travailler sur l'introduction. Je vous ai dit dans la vidéo 1 et 2, ne vous en faites pas. Cette partie est très importante, certes. Elle peut vous paraître un petit peu, abstraite, mais elle peut vous paraître un petit peu un truc qui n'est pas vraiment important parce que votre but principal après c'est de travailler avec les équations de Maxwell. Mais ça serait très intéressant, par exemple pour un examen, de donner une question, par exemple, expliquer les équations de Maxwell. Et du coup, pour avoir une idée sur l'explication des équations de Maxwell, le fondement des équations de Maxwell en partant du régime stationnaire, donc on fait ce qu'on est en train de faire maintenant, d'accord? Donc essayez de suivre ça, ça représente pour moi 90% du cours, ça en termes de compréhension, d'accord? Parce que ça, c'est le fondement de tout. Très bien. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On a parlé d'ondes électromagnétiques, on a parlé de champs électriques, etc., etc. Et puis maintenant, on va parler directement de la première loi locale. Exactement, on va parler de la divergence. La première loi locale, divergence. C'est quoi une loi locale? C'est quoi la divergence? La loi locale, je vais l'expliquer à la fin, quand je vais parler de théorème d'Ostogradsky. Ne vous en faites pas. On va parler très vaguement du théorème d'Ostogradsky. Ce n'est pas comme vous avez fait pour le module d'analyse, d'accord? Ça va être très vague. Mais on va expliquer un petit peu le concept du théorème. Alors, pour la divergence, c'est très simple. C'est quelque chose que vous connaissez d'un point de vue mathématique et non pas d'un point de vue physique. Parce qu'après, je vais expliquer sur le plan physique la divergence. Vous pouvez voir la vidéo sur l'explication des équations de Maxwell qui va venir un petit peu après. Alors, bon, soit là, supposons on a un champ de vecteurs, donc c'est pour ça qu'on travaille sur les champs de vecteurs. Donc c'est des champs c'est des fonctions qui vont avoir une valeur en tout point de l'espace. Du coup, la divergence de ce champ, donc elle est représentée comme ça. Donc normalement vous connaissez ça, c'est le produit scalaire entre nabla. Donc nabla c'est le vecteur, la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à y et la dérivée par rapport à z. Bien sûr en coordonnées cartésiennes. Produit scalaire avec le vecteur v. Et le vecteur v, il est représenté devant vous. Maintenant, vous allez voir une question très utile. Normalement, ici, je note exemple utile. Pourquoi il est utile cet exemple? Parce qu'on va calculer la divergence d'un champ de vecteurs qui va vous paraître familier. Pourquoi il va vous paraître familier? On va calculer la divergence de UR sur R au carré. UR sur R au carré, vous allez vous rappeler de la séance précédente ou bien de la vidéo précédente, je m'excuse. C'est le terme qui rentre dans l'expression du champ électrique. On a bien noté le champ électrique E est égal à quoi? Donc est égal à Q, UR sur 4 pi epsilon 0 R au carré, n'est-ce pas? Donc, en partant de ça, donc si on calcule la divergence du champ de vecteurs qui est devant vous, c'est comme si on va calculer la divergence de E. Très bien. Donc le but principal, c'est de calculer la divergence de E, vu que ce qui est multiplié après, c'est juste une constante. D'accord? Donc ça ne va pas changer à notre travail. Du coup, pour calculer la divergence de UR sur R au carré, on va passer par deux petites étapes. Enfin, on va introduire deux petites choses. Bon, là, c'est un calcul qui va donner un résultat important. Là, je ne vous ai pas spoilé le résultat. Ah, j'ai spoilé un petit peu le résultat final, c'est pas grave. Mais voilà, on va tomber dans un résultat très important, les jeunes. Donc là, imaginez-vous que là, il y a une charge qui va générer un champ électrique. Et nous, on va essayer de calculer la divergence en tout point de l'espace, bien sûr, hors de la charge AD. Ça veut dire que je vais calculer la divergence en tout point, sauf au point où on a la source. Il y a la charge qui va générer le champ électrique, c'est normal parce que si on met R égale à 0, ça va vous donner infini. Ça, mathématiquement et physiquement, on ne peut pas créer un champ là où il y a la source, d'accord? Donc le champ, il est créé un peu partout dans l'espace. Très bien. Donc la première chose, donc UR, donc c'est un vecteur unitaire. Donc le vecteur unitaire, donc par exemple si vous avez voilà un truc, on est en 3D. Si on a un point là, ça c'est R, c'est la position tau, et ça c'est UR. Donc pour calculer
UR, si vous vous rappelez bien, donc UR, donc le vecteur unitaire, c'est le rapport du vecteur R sur son module. Bon, je vais faire ça parce que ça va simplifier un petit peu les calculs. Vous allez voir. Déjà, comprenez le fait, nous, c'est le rapport de R sur son module. Ça, c'est la première chose. Après, le R que je viens de dessiner, il a des coordonnées. C'est comme le vecteur position, comme on a fait physique S3. Et puis, vous allez trouver d'autres vidéos dans la chaîne YouTube sur S3. Donc, il a des coordonnées. On va les prendre en cartésien, donc X, Y, Z. Donc, ça, c'est plus normal. Et puis, le module du vecteur R, donc c'est simple, donc c'est la racine de x au carré plus y au carré plus z au carré. Donc voilà, à partir de ça, parce que là, si je vous donne directement ça, je sais que vous allez vraiment vous dispatcher, vous n'allez pas avoir le résultat facilement. Donc, je vous ai aidé un petit peu. Donc, vous pouvez faire pause à la vidéo et vous faites votre travail, votre cuisine, et puis vous allez suivre avec moi la solution. Alors, ce qu'on va faire, vous allez remarquer que UR sur R au carré, ça va nous donner le vecteur R sur R cube. Pourquoi? Parce que déjà, R, c'est R vecteur sur R, et le tout sur R au carré. Donc, ça va nous donner vecteur R sur R cube. Donc là, ça va nous donner d'un côté le vecteur R. Donc, il a une composante X. Donc, c'est X divisé par R cube. R, c'est la racine de tout ça, puissance 3. Donc, normalement, c'est X divisé par X au carré plus Y au carré plus Z au carré puissance 1 demi. Le tout puissance 3, donc puissance 3 demi. Et moi, vu que après je vais utiliser la dérivation, donc au lieu de dériver un rapport, donc c'est le X sur X carré plus Y carré plus Z au carré puissance 3 demi. Moi, j'aime pas ça personnellement. Je vais dériver un produit. Donc, je vais le mettre en haut et puis ça sera plus simple pour nous et pour vous. D'accord? Alors, la même chose pour la deuxième composante. Donc, c'est presque la même idéologie. Juste, il faut remplacer. Là, on a le Y parce que c'est la deuxième composante. Et la troisième composante, on a le Z. Alors, pour le calcul, là, je vous ai dit, c'est vraiment sportif. Alors, pour le calcul de la divergence, donc on a noté que la divergence de V, c'est ça. Donc, c'est ce qui est écrit devant vous. Donc, c'est quelque chose de connu. Et pour le moment, je n'ai pas noté c'est quoi la divergence physiquement. Là, je calcule, d'accord? Là, je fais un truc mathématique. Là, normalement, on doit trouver quelque chose de beau. D'accord? Là, on doit trouver quelque chose de beau. Alors, si on calcule la divergence, donc dvx sur x, donc ça va nous donner combien? Donc, c'est la dérivée de x, donc c'est 1 fois tout ça. Donc, c'est x au carré plus y carré plus z carré puissance moins 3 demi. Plus la dérivée de tout ça fois ça. Donc, plus x fois la dérivée de tout ça. Donc, la dérivée de ça, donc il y a le moins 3 demi, donc c'est moins 3 demi. Très bien. مضروب فاش مضروب fois la dérivée تاع واش كاين داخل, donc fois 2x fois tout ça puissance moins 3 demi moins 1. Donc, normalement, ça va nous donner x au carré plus y carré plus z au carré puissance moins 5 demi. Et du coup, c'est le résultat qu'on a, donc la première dérivée. Mais vous remarquerez qu'ici, on a quoi? On a x carré plus y carré plus z carré, c'est automatiquement r au carré. Donc, si on met r au carré, donc on aura r puissance moins 3 plus x, plutôt désolé, on va écrire directement moins 3, le 2 avec le 2 ira, donc il y a moins 3x au carré fois x carré plus y carré plus z carré. On peut le remplacer par r au carré et du coup on aura fois r puissance moins 5. Alors, sans vous casser trop la tête, je ne vais pas trop vous casser la tête. Si vous allez refaire le même travail par rapport à la deuxième et la troisième, je vous laisse ça. Vous pouvez faire ça facilement. Là, je vous ai donné l'astuce. Là, vous êtes des matheux, vous pouvez faire ça. Du coup, si vous refaites ça, ici, on va trouver r puissance moins 3 moins 3 fois y carré fois r puissance moins 5. Et ici, on va trouver r puissance moins 3 moins 3 fois z au carré r puissance moins 5.
Très bien. Donc, yani, vous allez répéter la même chose. Par exemple, ici, vous trouverez juste à la place du X, vous aurez un Y. Ici, vous aurez aussi un Y. Sinon, le reste, c'est la même chose. Alors, si on fait la somme des trois, vous remarquerez la chose suivante. Donc, ceci implique que si on fait la divergence de R sur R cube, très bien, qui est équivalente à la divergence de UR sur R au carré, vous aurez quoi? Donc, vous aurez 3 fois R puissance moins 3. Donc, 3 fois R puissance moins 3. Naqas, 3 fois quoi? Donc, 3 fois R puissance moins 5. R puissance moins 5. Le tout multiplié en facteur, X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Et on connaît que la somme, c'est égal à R au carré. Donc ça, c'est multiplié par R au carré. Je sais que c'est très simple, mais c'est quelque chose qui peut paraître évident, mais on doit le calculer pour trouver le fameux résultat magique. Alors, si on voit bien notre travail, donc ceux qui ont fait pause et ils sont en train de suivre avec nous, la somme va nous donner 0. Donc, en fait, on peut dire que la divergence de UR sur R au carré, c'est nul, et la div de E est égale à 0. Alors, ce que vous allez remarquer là, en fait, on est en train de démontrer les équations de Maxwell dans le cas stationnaire. C'est un truc très intéressant. Remarquez bien ce que je suis en train de faire. C'est que ici, il y a des équations, très bien, il y a des équations que je vais démontrer ici, qu'on va réutiliser dans le cas variable, parce que ça c'est le cas stationnaire. Et il y a des équations où on va faire un petit changement. Là, c'est Maxwell qui a fait le changement, c'est pas nous, là, on est en train de vous l'expliquer. Alors, on a trouvé un 0. Pour un champ électrostatique, la divergence est nulle. Avant de partir dans le cas général, pourquoi la divergence est nulle? Là, je vais vous l'expliquer rapidement, mais dans la vidéo sur l'explication des équations de Maxwell, je l'expliquerai un petit peu approfondi. Ça sera une explication approfondie. Alors, la divergence à la base, c'est quoi? Si on prend un champ de vecteurs, imaginons là vous avez une charge. Voilà, là vous avez une charge et là vous avez votre champ de vecteurs. Voilà. Là je dessine dessine comme ça. Alors, par exemple, là la divergence que vous avez calculée, c'est la divergence qui est définie en tout point sauf le point là où il y a la charge, d'accord? Et du coup, ce qu'on va faire, si on prend la divergence, si on prend une surface fermée infinitésimale qu'on peut repérer sous forme d'un point. Donc, si on prend une surface fermée, on va remarquer que les vecteurs, le flux rentrant ou bien les vecteurs qui rentrent sont équivalents à ce qui sort. Donc, en fait, ce qui rentre dans notre surface fermée est équivalent à ce qui sort de notre surface fermée. Donc, en fait, la divergence, elle fait quoi en fait? La divergence, elle va évaluer la différence entre ce qui sort de notre surface fermée par rapport à ce qui rentre. Donc ici, par exemple, si, là c'est le principe physique, hein, d'accord? Là c'est mathématique, là c'est physique. Faites attention. Là, c'est la divergence physiquement ou bien la divergence dans le cadre physique, c'est une évaluation de ce qui rentre ou bien ce qui sort par rapport à ce qui rentre, bien sûr, pour une surface fermée. Après, on va expliquer le cas pourquoi une surface fermée, d'accord? Du coup, là, si on calcule la divergence ici, pourquoi on a trouvé ici égal à 0? Car tout simplement, ici, il y a du vide. Bon, on va dire qu'il y a du vide, il n'y a rien, par exemple. Donc là, on va dire que div de V égale à 0. Et si on aurait pris une surface ici, donc là, ici, si on calcule la divergence, ici, on va la trouver div de V, on va la trouver supérieure à 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien qui rentre, il n'y a que quelque chose qui sort. Donc, là, le champ de vecteur, il est divergent, div de V est supérieur à 0. Si on aurait eu des vecteurs rentrants, div de V est inférieur à 0. Donc, la divergence peut admettre plusieurs valeurs. D'accord? Donc, faites attention par rapport à ça, c'est très important. Là, on va reprendre cette idée prochainement, mais en fait, il faut d'ores et déjà avoir l'idée que la divergence, elle évalue une différence entre ce qui rentre dans une surface par rapport à ce qui sort. Donc, c'est des vecteurs qui rentrent et des vecteurs qui sortent. Très bien. Donc,
Là, c'est dans le cas où on a du vide. Yani en tout point, sauf là où il y a la charge. Mais si on aurait exprimé, pour un champ électrostatique bien sûr, dans le cas général, on aurait mis div de E égale ρ sur epsilon 0, tel que ρ représente notre densité volumique de charge. Donc on va la noter ρ, densité volumique de charge. Alors, donc c'est quoi une densité volumique de charge? Donc c'est des charges qui sont diffuses, ou bien qui sont éparpillées dans un volume, d'accord? Donc là, c'est des coulombs par mètre cube, d'accord? C'est des coulombs par mètre cube, très bien. Alors, pourquoi dans le cas général, j'ai mis div de E égale ρ sur epsilon 0? Parce qu'en fait, je voulais prendre tous les cas. Par exemple, si on aurait calculé la divergence dans le cadre où on a un milieu où il y a des charges, donc si on prend une surface fermée et à l'intérieur on a des charges, là automatiquement la divergence ne sera pas nulle, elle sera égale à ρ sur epsilon 0 et ρ dépendra des charges qui sont à l'intérieur. Mais si on prend par exemple un milieu où il y a par exemple il y a du vide, là on revient à notre principe, toujours le principe de la divergence il s'applique partout, donc c'est ce qui rentre par rapport à ce qui sort, si la différence est nulle, donc la divergence est égale à 0, donc c'est le cadre du vide comme je viens de l'expliquer ici, vous pouvez revenir à cette partie, d'accord? Donc en d'autres termes, ce que je viens d'écrire ici, c'est une équation de Maxwell que vous avez l'habitude d'utiliser, mais vous ne savez même pas d'où elle est venue. Mais ben maintenant, je suis en train de vous l'expliquer. Je vous ai expliqué d'un point de vue mathématique, d'un point de vue physique, et maintenant, je vais vous donner une autre information. Là, je vous ai écrit divergence, mais je vous ai écrit une loi locale. Et là, je n'ai pas encore parlé de loi locale et loi globale. Très bien. Maintenant, on va parler de quelque chose de très intéressant, c'est les lois locales et les lois globales. Très bien. On va partir au théorème d'Ostogradsky, Green-Ostogradsky. Ben, ne vous en faites pas, on va parler vraiment vaguement. Alors, on va expliquer un petit peu le théorème qu'on va utiliser juste après. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Il dit tout simplement que, par exemple, on peut évaluer, par exemple, cette intégrale, donc cette intégrale qui est devant vous. Donc, supposons par exemple, on a une surface fermée. Cette patate, ce patatoïde. Donc, supposons cette patatoïde, on va la diviser en frites. Donc, en petites frites. D'accord? Et là, chaque frite, on va calculer la divergence du champ de vecteurs. Parce que ça, c'est cette patate, ou là, cette batata, elle est parcourue par un champ de vecteurs V. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'intégrale, mais avant de calculer l'intégrale plutôt, on va calculer la divergence dans toutes les frites qui composent cette batata. Donc, imaginons que cette patate, on la divise en petites frites, et puis on calcule la divergence. Et puis, quand on veut passer à l'intégrale, tout simplement, on fait la somme. Dans l'explication de Riemann. En fait, on fait la somme de toutes ces petites patates. Donc, ce qu'on va faire, div de V, on va calculer div de V dans toutes ces frites et puis on va sommer le tout. Et puis, on aura le résultat qui est devant vous. Et puis, maintenant, les mathématiciens vous ont dit, bon, on peut passer de là à là ou l'inverse. Là, les physiciens, c'est juste, on va utiliser le résultat. Les mathématiciens, on a dit qu'on ne peut pas procéder autrement. Alors, au lieu de s'attaquer au volume, on va s'attaquer à la surface. Plutôt, on va s'attaquer à la peau de la patate. Alors, ce qu'on va faire, on va diviser cette peau en petite surface ds. Et puis, vous avez vu en analyse vectorielle que cette petite surface, elle admet une norme, donc une normale sortante. Bon, sans rentrer dans les détails, d'accord? Et puis, ce qu'on va faire, au lieu de, par exemple, si vous avez un problème pour calculer la divergence, d'accord? Au lieu de faire ça, on aurait pu faire autrement, là, bien sûr, sur une surface fermée. Donc, comme vous voyez là, votre patate, elle est fermée. C'est quoi une surface fermée? Donc, elle est, genre, comme la patate, elle est fermée. D'accord? Donc, il faut faire attention, elle est fermée. Donc, là, c'est le signe fermé. Donc, au lieu de faire ce calcul-là, on va faire le produit scalaire entre V et ds. Donc, le produit scalaire entre
le V, donc le champ de vecteur d'y aller, et ds, donc la norme sortante à notre surface ds. Et puis on va faire la sommation de toutes les petites surfaces, et puis on aura l'intégrale suivante. Donc en fait, on a une égalité. Soit, par exemple, on a un problème ici, et puis on calcule la divergence, et hop, on a le résultat, soit on fait l'inverse. Mais à Daten, c'est le sens hada. Donc, on a un problème ici et puis on fait le calcul là. D'accord? Vu que la divergence, par exemple, c'est plus simple de la calculer. Et vous verrez ça en analyse vectorielle. Ça, c'est le théorème d'Ostogradsky. C'est tout. C'est tout. Pas très difficile, très simple. Alors, mais comment on va utiliser le théorème d'Ostogradsky pour avoir une idée sur la loi locale et globale? Alors, par exemple, on va remplacer V par E. Donc, exemple, donc, on aura triple intégrale V div de E dV, donc le volume, est égal à l'intégrale sur une surface fermée. Normalement, celui qui a une... Normalement, vous allez comprendre que je vais tomber dans un résultat que vous avez eu l'année passée, sous une autre forme. D'accord? Alors là, c'est bon. On va remplacer div de E par ρ sur epsilon 0 et je vais faire sortir le epsilon 0. Donc j'aurai 1 sur epsilon 0, l'intégrale triple volumique de ρ dV qui est égale à l'intégrale sur la surface fermée E ds. Et du coup, à partir de ça, vous allez voir que ρ dV, ça veut dire quoi? Imaginons, ils vous ont donné la densité volumique, donc c'est la quantité de charge dans un volume d'1 mètre cube. Et donc là, on va essayer de faire le calcul par rapport à tout le volume. Donc automatiquement, si on a la quantité par rapport à 1 mètre cube, donc on peut avoir ici, par intégration, on va avoir la quantité dans tout le volume que constitue cette patate. Et donc là, indirectement, on va avoir les charges qui se trouvent à l'intérieur de notre volume. D'accord? Donc, on va trouver les charges qui se trouvent à l'intérieur de notre volume. Donc, en fait, ça représente Q intérieur. Et dès que j'écris ça, vous savez bien dans quel résultat je vais tomber. Donc, en fait, on va tomber dans un résultat très intéressant. L'intégrale double EDS est égale à ρ sur, plutôt, Q int sur epsilon 0. Et là, vous connaissez bien ce théorème. Il représente le théorème de Gauss. En fait, les jeunes, on s'excuse pour Monsieur Gauss. Alors, en fait, les jeunes, ce que vous allez remarquer que ça, c'est équivalent à ça, mais c'est juste deux formes différentes. Vous avez déjà vu ça l'année passée, donc le théorème de Gauss. Vous voyez bien qu'on est tombé dans le théorème de Gauss. Bon, l'année passée, on n'allait pas vous démontrer tout ça, d'accord? Et bien sûr, on peut passer de là à là, de là à là, ou bien l'inverse comme on a fait. Donc, c'est une équivalence. Donc, en fait, le théorème de Gauss représente une forme améliorée de cette loi. Et du coup, là, on appelle une forme globale ou bien une forme intégrale. Et là, on appelle ça une forme locale. Pourquoi ça, c'est local, ça, c'est intégral? Car tout simplement, ici, cette loi, elle est calculée par rapport à un petit élément de notre volume. Par contre, ça, c'est calculé par rapport à tout le volume. Donc, vous voyez un petit peu la différence. C'est une grande différence ici. C'est juste que là, c'est calculé par rapport à la globalité de ce qu'on a ici, donc toute la patate. Et ici, c'est calculé par rapport à un petit élément de la patate. Donc, c'est bien situé. Donc, vous voyez un petit peu les choses. Donc là, je viens de vous définir la forme, l'explication physique d'une forme locale qui est définie en un petit élément de notre patate, par exemple, et la forme globale, donc qui est définie pour la globalité de notre patate. Et du coup, vous voyez que à partir de ce qu'on vient de faire, c'est très magique, les jeunes, c'est très intéressant ce qu'on vient de faire. Vous avez vu qu'on a démontré de 1 une équation de Maxwell. Il y a une équation de Maxwell. En fait, dans le cas stationnaire, vous avez vu qu'on est tombé sur l'équation de Maxwell-Gauss.
Et puis, je vous ai dit l'autre fois que il y a des équations de Maxwell, bin le régime stationnaire et le régime variable, il n'y a pas de différence. Donc, c'est l'une des équations là où il n'y a pas de différence entre les deux régimes. Donc, ça, on va la garder. Donc, c'est la première équation de Maxwell qu'on va prendre en considération. Et puis, on a démontré tout simplement le fameux théorème de Gauss, qui est le théorème qui découle de la loi locale qu'on vient de démontrer. Donc, le théorème de Gauss représente tout simplement la loi ou bien la formulation intégrale ou globale de ce qu'on a écrit tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais juste vous noter ça. Donc, par exemple, ça c'est 2 et ça c'est 1. Et on dira que 1 est équivalent à 2. 1 est équivalent à 2. Et du coup, là, on va écrire que ça c'est la loi globale ou bien on la note intégrale. Et là, ça, on note loi locale. Et je répète, voilà, on est en train d'expliquer d'une manière très logique les équations de Maxwell. Voilà. Et donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. À la fin de cette vidéo, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les donner dans l'espace commentaire de cette vidéo. Partagez ces vidéos avec vos collègues. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci. Peace.